Bonjour à tous, mon nom est Didier Boulet. Vous m'entendez bien, je crie? C'est bon? Mon nom est Didier Boulet. Alors, je travaille pour une entreprise que vous connaissez peut-être ou pas qui s'appelle Thales. Thales, c'est un grand groupe d'aéronautique, de défense, actif dans le domaine du transport, de la sécurité. Donc c'est un grand groupe français qui est présent dans 50 pays. Il y a beaucoup d'employés. Je suis un peu hors de mon milieu ici, puisqu'il y a peu de grands groupes et de grandes entreprises. Et je suis là pour partager avec vous en fait une aventure qui a démarré il y a quelques années. La mise en place du design thinking, son essor et aujourd'hui son développement à l'échelle dans le groupe. Voilà. Donc c'est une aventure dans laquelle je suis fortement impliqué. Donc j'espère que pour toutes les personnes qui sont dans l'Assemblée et qui veulent mettre en place du design thinking, mettre en place une plateforme, monter une entreprise pour faire du conseil en design thinking, ils trouveront dans, je dirais, toutes nos expériences de mise en place, voilà, de quoi les intéresser jusqu'à 17h20, 25. Voilà. Donc, je vais démarrer. Je vais parler de 4 choses. Le sujet, c'est design thinking. Je suis obligé de redire un peu de choses sur le sujet, même s'il a été abordé par d'autres orateurs pendant la journée. On parlera des design centers. Le terme est au pluriel, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs design centers, et j'essaierai de vous montrer et puis de vous expliquer le spectre d'activité de ce dispositif. Et puis partager en fait nos expériences qu'on a apprises, ce qui nous a surpris, ou les points où on pense qu'il faut vraiment lourdement insister pour toute personne qui veut mettre en œuvre ce type de plateforme. Et puis on conclura. Voilà. Donc, voilà. L'écran n'est pas terrible, je suis désolé, normalement c'est joli, mais bon. Le design thinking, vous en avez entendu parler aujourd'hui, vous êtes peut-être expert, vous avez peut-être mis ça en place dans votre entreprise ou vous démarrez seulement sur le sujet. Il y a un jargon, il y a un framework, il y a des process, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a un état d'esprit. C'est vraiment une approche d'innovation globale et qui peut être un peu intimidante au début quand on démarre parce qu'il y a énormément de choses en fait à maîtriser. Si vous allez sur Internet, vous allez tomber là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a 20 bouquins, 10 modèles différents, des champs sémantiques différents, on parle de la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les gens du design thinking ont fâché les écoles de design qui se sont sentis spoliés de leur sujet, leur méthode, et donc tout ça donne quelque chose parfois qui peut être un peu flou. Alors quand votre mission c'est d'expliquer à vos collègues, à vos clients ce que c'est, ça peut être compliqué. Alors dans notre cas, on utilise toujours deux perspectives, deux points de vue pour expliquer ce que c'est. Le premier, je l'ai vu plusieurs fois dans la journée, c'est celui-là. On rappelle, alors dans un groupe industriel comme Thales, c'est vraiment bon de le rappeler parce qu'on travaille exclusivement sur les parties innovation technique et innovation business. Donc cet axe-là est très très bien maîtrisé. Par contre, le travail avec l'utilisateur, même le mot empathie est complètement absent de nos référentiels. Donc rappelez qu'aujourd'hui l'innovation, ça s'entend sur ces 3 axes. C'est toujours très très bon. Et donc l'entrée en matière, pour choquer un petit peu nos ingénieurs, nos managers, les personnes avec lesquelles nous travaillons, on va un peu les bousculer en fait sur ce sujet-là. Vous posez la question à un manager, est-ce qu'il connaît son client, est-ce qu'il connaît l'utilisateur? Il dit oui, 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 on a suivi le cahier des charges et c'est aujourd'hui à peu près l'état dans lequel sont pas mal de grands groupes par rapport à la connaissance de leurs clients et au fait de suivre un utilisateur. Alors, au design thinking, on verra qu'on a une démarche beaucoup plus active que celle-là. Et donc, on commence toujours avec ce schéma. Le deuxième, c'est ce processus. Alors, c'est un processus qui vient du monde du design. Donc, une des recommandations que nous faisons toujours pour les équipes qui veulent se perfectionner ou démarrer dans le design thinking, c'est d'étudier aussi le design. Donc, il y a un référentiel design thinking, mais il faut aussi étudier le métier du designer et leur méthode de travail, et les deux s'enrichissent énormément. On a résisté à la redéfinition de ce processus, donc on reprend fidèlement les 5 étapes de Stanford, la D-School, donc qui est à Stanford. Et plutôt que de parler de théorie, je vais vous montrer un projet qui a eu lieu cette année, et vous passez étape par étape comment ça s'est déroulé. Et puis un projet plutôt
industriel plutôt lourd. C'est pour ceux qui sont dans des entreprises, des grosses PME ou des grands groupes. Parfois, la question en interne, c'est oui, mais est-ce que c'est applicable pour des sujets sérieux ou des sujets, je dirais, importants. Voilà. Alors, le projet en question, c'est un projet de sécurité urbaine. Donc, on parle de policiers. Et le brief de départ, c'est comment sécuriser le policier en mobilité. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, comment on fait aujourd'hui avec notre dispositif? On crée une équipe mixte. Il y a une équipe du Design Center, une équipe permanente. Et puis, il y a des équipes qui sont dans les entités et qui portent le métier. Et on crée une équipe mixte. 6 à 8 personnes qui vont travailler et sur ce projet vont travailler pendant 6 mois. Alors, comment ça se déroule? Alors, si je reprends chacune des phases du design thinking, la première phase, cette phase d'empathie, de recherche, c'est une phase où il faut sortir du bureau. Il faut aller voir des policiers, il faut mettre le gilet pare-balles, partir en patrouille, il faut faire des interviews, il faut, je dirais, s'immerger en fait dans le contexte. Il faut voir différentes forces de police. Et dans notre cas, on a étudié 2 contextes, Mexico et Paris. Et donc, on a joué sur les 2 côtés. Et culturellement, je peux vous dire, la vie de policier à Mexico, ce n'est pas la vie du policier de Neuilly. C'est très, très différent. Donc, pendant cette phase de recherche, vous collectez un maximum de choses, vous gorgez. Alors là où, je dirais, sur ce type de sujet, on diverge un peu par rapport à Stanford, c'est que Stanford part exclusivement d'empathie et insiste très, très fort sur l'empathie. Dans la méthode du design, on parle aussi d'analyse technologique, il y a de l'analytique, il y a les tendances de marché. Et donc, c'est les collisions entre, je dirais, toutes ces sources d'inspiration qui vont amener ce qu'on appelle l'insight, qui est notre carburant, c'est-à-dire tous les éléments de surprise, les révélations qui vont venir pendant cette première phase. Alors vient le moment de l'interprétation, ce premier moment de convergence où on va devoir trouver le point de vue, la zone d'opportunité, le problème précis sur lequel on va travailler. C'est extrêmement difficile. Donc on peut dériver pendant des mois et des mois et des mois et rien trouver, ou on pense qu'on a trouvé un truc intéressant et en fait on n'a rien. Et donc on capture, on essaie de synthétiser, on visualise, on fait beaucoup d'itérations pour trouver des formulations de problèmes, des sujets qui sont différents. Ces 2 phases, elles ont pris 3 mois. Ça veut dire que ça prend la moitié du projet, sortir, aller voir les utilisateurs. En plus, c'est des utilisateurs qui sont compliqués à aborder. Vous devez avoir les autorisations du ministère. Pour pouvoir partir en patrouille, il faut sécuriser tout ça. Donc, c'est très chronophage, en fait, cette phase-là. Alors, la phase la plus facile, toujours, c'est l'idéation, c'est le brainstorming, c'est, je dirais, la partie où on prend un problème et puis on dit « allez-y, lâchez-vous ». Générer un maximum d'idées. Donc pour faire ça, ce qu'on conseille, c'est de monter des ateliers, on élargit les groupes, on élargit la diversité des participants. Et là, on part d'abord sur le volume, on part sur un grand nombre d'idées, mais ça dure 2 heures. Donc quand on fait plusieurs ateliers, c'est comment on passe de ces idées à des concepts un peu plus détaillés, comment on part en fait dans l'usage un peu plus détaillé, comment on commence à prototyper, comment on commence à faire le tri. Alors, on a fait plusieurs ateliers sur ce projet. On sort avec 12 concepts. 12 concepts, on va avoir une idée, je dirais, claire, bien détaillée. On va sketcher, on va storyboarder, on va commencer à expliquer comment finalement ça peut marcher avec les policiers. On suit avec du prototypage. Donc derrière ces ateliers, l'équipe, la core team de 6-8 personnes reprend le sujet. Et de ces 12 dossiers, on sélectionne 4 qui vont continuer à être creusés, qui vont continuer à être prototypés. On va partir dans les modèles économiques, les business models qui sont associés. J'ai vu le business model Canva partout, donc là, vous êtes tous au courant de la manière dont il faut utiliser ces outils-là. On part sur la proposition de valeur. On commence à rentrer dans le storytelling. J'ai entendu un de mes prédécesseurs insister lourdement sur le storytelling. Je vais remettre une couche. Le storytelling est extrêmement important pour donner du sens, je dirais, en interne, en externe, avec les utilisateurs, à l'innovation de produits, de services en fait, qui sortent du process. Et on arrive sur cette dernière phase qui est dite de l'expérimentation. C'est le moment où vous retournez avec votre prototype vers l'utilisateur. Vous savez que vous avez tort, vous avez interprété plein de choses, et donc vous voulez du feedback pour continuer à améliorer en fait, ce produit. Cette phase est en cours. On a relancé 3-4 mois d'expérimentation avec la police, avec les prototypes, et donc on a de multiples prototypes.
qu'on leur met entre les mains et on va les rechallenger, les retester en fait sur le terrain. Et donc, un projet de design thinking, c'est ça. C'est pas une séance où on met du post-it sur du whiteboard, c'est 6 mois de travail, c'est aller sur le terrain, c'est voir les utilisateurs, c'est aller se faire challenger, c'est beaucoup d'itérations, c'est beaucoup de travail. Et donc, on a parfois en interne, quand on aborde les groupes, ah oui, on va aller au Design Center faire une session de brainstorming. Et donc, petit à petit, on arrive à convaincre et à montrer qu'en fait, le design thinking, ce travail, en fait, c'est du vrai travail, il y a une rigueur, même s'il y a beaucoup de créativité, c'est très rigoureux. Donc voilà. Alors pour clôturer sur la parenthèse, je dirais l'introduction autour de ce sujet, aujourd'hui, le design thinking, ce qui est intéressant particulièrement, je dirais pour un groupe international ou une entreprise qui est internationale, c'est que, c'est une pratique qui est mondiale. C'est-à-dire, aujourd'hui, on l'enseigne en Chine, en Inde, à Singapour, en Australie, aux US, en Scandinavie, en France, même en Belgique d'où je viens, on l'enseigne. Donc, c'est une pratique qui est complètement généralisée. Ce qui est encore plus intéressant pour une boîte d'ingénieurs comme Thales, premier employeur de polytechniciens de France, c'est que c'est un merveilleux véhicule pour permettre à des managers, des commerciaux, des designers, des ingénieurs, des scientifiques, des personnes, des ressources humaines, des financiers. On a déjà mélangé toutes ces populations. Elles arrivent à travailler avec ces outils. Elles arrivent à former une équipe et à travailler pendant plusieurs mois ensemble. Et ça, c'est du jamais vu en fait dans l'innovation dans les grands groupes comme les nôtres. Voilà. Et puis, elle est utilisée par des grandes maisons, donc c'est toujours inspirant. Ça rassure, en tout cas en interne chez nous, de savoir que les entreprises qui sont reprises sur cette planche l'utilisent. Alors, on va parler du Design Center. Le Design Center, c'est un lieu que je vais vous montrer. C'est plusieurs lieux aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire, comment c'est né et comment ça a pris, je dirais, l'ampleur que ça a aujourd'hui dans le groupe Thales. Alors ça commence en 2009, donc on remonte 5 ans en arrière. 30 managers font une Learning Expedition, donc une expédition d'apprentissage. Ils vont dans la Silicon Valley, c'est très à la mode. Voyage San Francisco tout à l'heure. Ils y vont et ils voient Google, ils voient IDEO, ils voient Frog, ils voient Jump et ils finissent à la D-School de Stanford, qui est un lieu absolument incroyable. Quelques images de Stanford. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à la D-School, dès que vous êtes dans les environs de San Francisco, il faut aller à la D-School. C'est plusieurs milliers de mètres carrés comme ça. C'est une grande claque dans la figure et ça continue à nous inspirer en fait tous les jours dans la manière de monter et de mettre en place en fait ces design centers. Ils ont un superbe site web, donc si vous voulez aller chercher de l'information, des visuels, des vidéos, tout est public pour ainsi dire. Donc voilà. Alors sur une ligne du temps, ça donne quoi? Entre 2009 et 2012, en fait, pendant 3 ans, on signe un partenariat avec Stanford. C'est facile, on a un grand groupe, on a de l'argent, on signe, on leur donne de l'argent et chaque année, on leur donne un projet. Et donc, les étudiants à Stanford et dans une université associée en Europe bossent sur le challenge qu'on leur a donné. Alors, le challenge, c'est on prend des technologies militaires de drones sous-marins, on leur demande de trouver des applications dans le monde civil. Ça ne fait pas de mal. Les étudiants sont revenus avec un super sujet. Très intéressant. Le deuxième, redesigner le cockpit d'hélicoptère. Avec un résultat complètement dingue, puisqu'ils ont proposé de mettre du retour haptique dans les fesses des pilotes. Parce que le retour du pilote, c'est de dire, en situation de stress, je suis en surcharge cognitive, donc ne me rajoutez pas un voyant ou un clignotant. Moi, je pilote avec le cul. Et donc, c'était intéressant de lui mettre en fait du signal haptique, de faire vibrer en fait son siège, plutôt que de lui rajouter encore un énième cadran en fait dans son paysage. Donc c'est génial. Le troisième, ça a été de réinventer le cinéma. Donc Thales a une filiale qui s'appelle Ingenieux, qui gagne un Oscar chaque année puisqu'elle fait les meilleures optiques du monde. Et donc on a demandé aux étudiants de réinventer la prise de vue en fait de cinéma et ils sont revenus avec un concept de caméra en réseau qui reconstruisait les nuages de points en 3D, en temps réel. Ça ouvrait des perspectives pas possibles avec des prototypes. Il y a eu un documentaire. Voilà. Qu'est-ce que Thales a fait avec ces 3 sujets? Rien. Rien. C'est fait à l'extérieur, ça revient dans Thales, tous les anticorps s'activent et poum, ça disparaît. Donc, néanmoins,
il y a eu un groupe de personnes dont je faisais partie qui étaient absolument passionnés et convaincus que c'était ça, qu'il fallait apporter en fait cette méthodologie, cette approche dans l'entreprise. Et donc on a décidé de monter ce projet de Design Center pendant l'année 2012. Total silence, donc en mode, je ne sais pas comment on dit en français, stealth, invisible ou sous le radar. Et on a monté. Donc on a travaillé avec une designeuse, on a fait les plans d'un espace, on a imaginé l'offre de service, la proposition de valeur, on a commencé à aller voir un certain nombre de décideurs, donc, mais tout ça sous le radar, sans financement, je dirais, corporate. 2013, en janvier, donc c'est hier, on ouvre en grande pompe le Design Center. Et donc là, il y a une période de ramp-up, donc au début, les personnes viennent vous voir, disent « Ouais, c'est super, c'est génial, on va venir mettre du post-it, il y a du whiteboard, c'est super. » Et donc, à la dure, workshop, atelier par atelier, petit projet emmenant grand projet, on arrive aujourd'hui à faire des projets de 6 mois, d'1 an, où on va co-designer avec l'armée de l'air, qu'on va co-designer avec les policiers, et on a gagné, je dirais, les crédits en faisant. Donc, je reviendrai sur cette leçon par la suite. Toujours sans zéro financement du corporate, ce qui nous donne une liberté absolue dans la culture, l'état d'esprit en fait qui règne dans le Design Center, et vous verrez également un peu plus tard que c'est absolument essentiel. Alors à quoi il ressemble? Normalement c'est beau, mais c'est un espace qui fait 200 mètres carrés, puis on a un peu d'espace autour. Alors je ne sais pas ce que ça va donner ça, parce que... Si, ça va. Et donc voilà. Alors quand on a commencé à occuper les lieux, on a demandé aux responsables de site d'arracher le faux plafond, d'enlever la moquette. Ils devenaient fous pour donner un look de travail industriel. On a sous-investi, c'est-à-dire la moyenne quand on monte un espace comme ça dans une entreprise, c'est 500 000, 1 million d'euros. On avait pensé 50 000. Donc là aussi, voilà, on a fait vivre Ikea, on n'a pas investi énormément. Et d'ailleurs, ce n'est pas là que ça se joue du tout, et on reviendra là-dessus. Une dernière pour la route, donc ça c'est By Night, dans le Design Center. Alors, si on regarde les ingrédients, donc là je parle surtout aux gens qui vont se dire, tiens, je monterai bien un dispositif similaire dans mon entreprise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un espace, c'est indispensable. Donc, l'espace, il va vous servir à plein de choses. Il sera le témoignage en fait de votre culture, votre état d'esprit, votre contenu, et au fil de l'eau, l'histoire s'écrit. Et c'est probablement ça qui éblouit le plus à Stanford, c'est que à tous les tournants, à chaque couloir, vous prenez il y a un projet, un mood board avec un projet social. Enfin, c'est absolument bien. Et donc, finalement, vous devez créer votre histoire aussi dans votre espace. Donc si vous passez de salle d'hôtel en salle d'hôtel et en salle clinique, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'âme. Donc un espace. Ensuite, il vous faut une équipe, je les ai appelés la Pro Team en Design Thinking. Il vous faut des gens qui vont quand même investir, voir dans le Design Thinking un projet personnel. Ils vont lire tous les bouquins Design Thinking, ils vont commencer à compléter leur profil, à devenir des hybrides. Moi, je ne suis pas ethnographe, mais j'ai lu des bouquins d'ethnographie, on n'est pas designer, et donc à compléter et à maîtriser le référentiel des méthodes, des techniques qui sont importantes dans l'espace. Alors on verra que le modèle économique et le business model de votre plateforme, il est clé. Parce que payer 4, 5, 6 personnes, temps plein à faire ça, c'est sympa pour les personnes. Mais il faut les payer, donc il faut trouver l'argent. Donc soit vous demandez de l'aide en haut, mais du coup, vous perdez votre indépendance. Ou vous développez en mode agence. Est-ce que vous êtes une agence indépendante qui fait tout pour les autres, ou vous faites avec les autres en interne, avec les autres à l'extérieur de l'entreprise? Tout ça conditionne les modes de financement, vos moyens d'action, la nature des projets, etc. Donc, je reviendrai là-dessus. Il faut des équipes multidisciplinaires dedans. Donc, il faut faire venir des gens de l'extérieur. Ce n'est pas une équipe de quelques happy few qui s'amusent avec des drones, des Oculus Rift toute la journée. Non, il faut mixer et remixer en fait les compétences d'entreprise. Et puis, il y a une partie outils méthode. Donc,
Si vous montez un centre, eh ben, vous allez investir dans vos méthodes, dans vos pratiques. Il y a énormément de choses, des méthodes cartes, des bouquins, de la bibliographie. Et après, vous allez vouloir les mettre à votre sauce. Donc, ça prend aussi un petit peu d'énergie et un peu de travail. Ça donne quoi? Ça donne ça. C'est-à-dire que nous, on a commencé, alors je suis désolé, c'est pas vraiment lisible là. Sur les compétences, on a fait une carte de compétences de cette équipe Design Thinking Pro. On a fait un journey map pour expliquer comment on devient de newbie à Tim Brown, en fait. Donc, on s'est arrêté un peu avant Tim Brown, mais on a fait le journey map. Et donc, ça, c'est la pensée divergente, c'est du user-centered design, c'est les business models, c'est de l'intelligence marché. Donc la partie marché stratégie est extrêmement importante sur la fin du projet. C'est du prototypage, du hacking, en fait. Et tu disais tout à l'heure, il faut des hackers et des makers. Donc il faut prendre ces bricoleurs en fait fous qui chipotent dans tous les sens. Des ethnographes, des gens qui savent donner du sens visuellement, des designers. Donc toutes ces compétences, soit de formation ou chaque personne dans l'équipe va se développer dans un certain de ces axes. Et puis vous allez mettre des supports, des cartes méthodologiques, des canevas, des formulaires, des kits tangibles, des éléments pour prototyper, accélérer le prototypage. Tout ça, vous ne le faites pas en un jour. Nous, ça nous a pris 2 ans. On continue tous les jours à développer ce trésor de guerre. Mais c'est ce qui donne à votre plateforme de la crédibilité entre prendre un bouquin et aller voir cette Design Thinking Pro Team à l'intérieur de l'entreprise. Alors, un développement qui nous a beaucoup surpris. Nous, on était partis pour faire ça tout seul à Versailles, c'était tranquille. Et on a eu plusieurs équipes dans Thales qui sont venues nous voir. Ils ont dit, on se reconnaît complètement là-dedans. Donc, comment je fais pour monter mon design center? Et très vite, on s'est retrouvé dans cette situation pas de promoteur immobilier, mais de promoteur, je sais pas comment je dois le dire, méthodologique, et à monter des design centers avec des modèles économiques différents dans chacun des pays. On en a un aujourd'hui à Glasgow, un près de Londres à Bristol, un à Bordeaux et un à Singapour. Alors, qui est plus compliqué, celui-là, loin des yeux, loin du cœur, donc à gérer. Et donc, on a cette année 5 design centers, et j'en ai 5 autres qui sont en demande au Canada, en Californie, pour fédérer. Alors, une fois qu'on aura fait ça, on se crée un problème, c'est comment on maintient l'intégrité de tout ça, comment on assure que les gens ne divergent pas dans tous les sens. Et je vous assure que c'est un vrai sujet. Voilà, donc c'est normal. Voilà. Donc là, c'était en construction à Glasgow, à Singapour. Alors ça passe pas du tout sur l'écran, donc il faudra me croire. Ça ressemble. Il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus grands. C'est assez intéressant. Alors notre bilan, et c'est là où c'est, je dirais, je pense, ça commence à devenir intéressant. C'est au total, on cumule 5 ans d'expérience projet avec le design thinking. 3 ans, on a fait pour nous, on a appris, avec les meilleurs pour le coup. Et 2 ans, on a fait nous-mêmes. Et les 2 ans, c'est 2 ans d'existence Design Center. Aujourd'hui, quand on cumule les projets, on a fait plus d'une dizaine de projets comme celui que je vous ai montré pour la sécurité urbaine. On a un projet qui traite de la gestion de la démence dans le système santé anglais. On a un projet sur l'engagement employé à Glasgow, où ils sont au 4e plan social. J'aurais peut-être pas dû le dire à la caméra, ça, mais on coupera au montage. Mais donc, c'est Employee Engagement, donc c'est tourné à l'intérieur de l'entreprise. Au Design Center à Paris, on a 5 projets. Alors, je ne peux pas tous les citer parce que c'est des sujets parfois un peu stratégiques pour le coup, et on est content qu'ils soient. Et donc, on a une dizaine de projets et pas mal de retours d'expérience. On a l'université, et donc on a un accès à la formation. Donc, on a quelques formations. Et au final, là, on a formé 1500 personnes dans l'entreprise. 1 jour, 2 jours, 1 semaine pour les formats longs. Plus de 50 ateliers business. Et l'atelier business, au début, les gens venaient pour 2 jours. Aujourd'hui, ils viennent 2 jours, mais on a fait 3 semaines de préparation. On prévoit encore 2 semaines de post-production derrière. Et donc, on les engage petit à petit et ça les transforme en projet pour la suite. Voilà. Et donc, ces ateliers sont extrêmement intéressants pour promouvoir ce truc-là. Et on a fait 2 hackathons, un dans Thales et puis un pour une banque à l'extérieur de Thales. On adore faire ça. 1 semaine, on ne dort pas, on ne se lave pas, on ne mange pas et on produit un truc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? C'est quoi le retour d'expérience? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Sur quoi si on devait vous passer, je dirais,
quelques éléments clés, ce serait quoi? Alors, l'erreur que nous, on a fait au début, on s'est dit, oula, on va devoir packager nos méthodes, Thales, c'est beaucoup de process, donc il faut qu'on montre un process, des outils, etc. Que nenni. Le truc, c'est la culture et l'état d'esprit. Et donc, c'est ça le différentiel. Si on mettait aujourd'hui une boîte à wow dans notre espace, elle serait remplie. Les gens, ils rentrent et ils font wow. Et pourtant, c'est mal rangé, c'est chaotique, c'est pas design du tout. Enfin, le travail est sur les murs, mais les gens, ils font wow. Voilà. Et le témoignage finalement de votre culture, de votre état d'esprit, il est partout en fait. Il est dans les murs, il est dans le mobilier, il est dans le fait que vous avez sous-investi. Donc voilà. C'est de montrer et de ne pas essayer de convaincre par la théorie. Je pense qu'au début, on passait trop de temps dans la théorie à essayer d'expliquer pourquoi on passait de telle méthode à telle méthode. Ça n'a aucun intérêt. En fait, il faut réussir un premier projet et donc gagner atelier par atelier, projet par projet, votre crédibilité. Après, c'est super facile. Nous, on a des sessions de scoping avec des nouveaux clients internes. Et c'est nos anciens collègues qui font le pitch, la vente pour nous. Et ils expliquent, ouais, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, c'est vraiment super. Avant de lancer un design center dans un pays, la condition absolue pour qu'on transfère notre savoir et toute la matière qu'on a, c'est qu'il faut qu'en face, on ait au moins un champion, un leader passionné. Donc il faut un gars un peu dingue qui tire le truc. Si ça sent le corporate, si ça sent... en général, on essaye de les convaincre de faire autre chose. Du CK, ou je ne sais pas si les gens font CK. Mais donc, probablement, design thinking, ça ne marche pas. Et puis pour les gens qui viennent travailler, c'est un espace de confiance. Ça a été dit plusieurs fois pendant la journée. Il y a un chef, sous-chef, un sous-sous-chef, il y a de la hiérarchie, mais dans ce type d'espace, ça disparaît automatiquement. Et donc, c'est votre responsabilité quand vous mettez en place l'espace dans la manière de faciliter, dans la manière dont vous organisez les workflows, vous composez les groupes, etc., de faire en sorte que ces barrières disparaissent et que les gens soient complètement à l'aise, se lâchent. J'ai des photos, je ne peux pas les mettre dans des présentations où j'ai des VP couchés par terre. Alors, c'est drôle. Et pourtant, je peux vous dire que c'est vraiment pas, enfin, Vincent le sait, la culture dans la maison. Quelques mots sur la phase de recherche et de capture d'insight. C'est la phase la plus difficile. Alors ici, il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc vous êtes dans cette démarche, donc ça peut sembler bizarre, mais alors pour une entreprise où les gens ils ont 20 ans, 25 ans de boîte, ils n'ont plus l'habitude de diverger et de devoir trouver eux-mêmes un problème. En général, on leur donne et on dit que tu dois le solutionner et en plus tu dois suivre un process précis et en plus tu dois le faire dans un temps imparti parce qu'il y a un SLA, etc. Enfin, même dans l'innovation. Donc, dire on va pouvoir diverger et explorer, ils trouvent ça sympa, mais quand ils sont dans l'action, c'est super dur. Donc on a des collègues qui nous disent on peut arrêter de diverger, là on a le tournis. Donc il faut vraiment accompagner en fait cette phase-là. Il faut aller voir des vrais gens. Le réflexe dans une boîte militaire, on a des référents militaires, on dit on va aller voir le conseiller militaire. C'est le gars qui a fait un truc il y a 20 ans ou il y a 25 ans, il n'a plus vu le terrain. Et il faut aller voir des gens sur le terrain, il ne faut pas aller voir que les chefs. Et donc il faut sortir, il faut faire les field trips. Et ça c'est super important. Quand vous allez pour les analogies, les tendances, même chose, il faut voir super large et sortir vraiment les gens de leur contexte. C'est pas si évident que ça, de trouver les analogies qui ne soient pas tarte à la crème. Donc c'est beaucoup de travail de recherche aussi pour les trouver. Et puis vous transportez vos collègues, vous transportez l'équipe en fait dans des contextes qui vont inspirer. On va pouvoir faire ces analogies, ces parallèles, que ce soit sur le modèle économique, que ce soit sur l'usage, l'expérience. Voilà. Il faut des bricoleurs, mais il faut des designers. Alors, je ne sais pas s'il y a des designers dans la salle. Très bien. Une designeuse, très bien. C'est essentiel. On peut faire du design thinking sans designer, c'est vrai, mais on serait fou de le faire. Donc, les designers, en fait, ils sont naturellement plus enclins en fait, à la chose humaine, à l'usage, à l'expérience. Il y a des études qui le prouvent par A plus B, donc c'est comme ça. Et puis, ils sont formés, c'est-à-dire ils sont formés à être créatifs, c'est leur fond de commerce, et ils sont formés à être divergents et à faire, à prototyper, à être dans le concret. Voilà. Alors, je peux vous dire, après, dans le spectre des designers, on en a eu beaucoup dans l'équipe. Ce n'est pas des super-héros, il y en a des mauvais qui n'arrivent pas à faire ça, et puis il y en a qui sont absolument exceptionnels. Donc, il y a de tout... Enfin, il faut que j'arrête de balayer le truc. Donc des designers. Donc pour moi, un design center sans designer ou du design thinking sans designer ou gros drapeau rouge, attention, attention.
Le prototypage, ça a été dit, et puis je ne vais pas trop insister pour ne pas exploser le temps, mais l'idée toute seule sur un post-it, ça ne vaut rien, c'est du vent. Il faut prototyper, il faut faire, il faut rendre tangible. Remettre les gens en action de bricolage, ça a un impact incroyable. Nous, on a fait travailler des administrateurs système, donc des geeks IT, sans écran, sans IT, pendant des journées complètes, à redéfinir des architectures, des écrans. Et ils étaient dingues après. Ils trouvaient ça génial. Alors qu'on retourne, je dirais, 20 ans en arrière, ils trouvaient ça absolument génial, parce que ça offrait une possibilité de travailler en groupe, qui n'est pas possible derrière un écran. Voilà. Donc les kits tangibles, c'est une des techniques qu'on utilise beaucoup dans les ateliers et les projets. Et puis le storyboarding, storytelling, je l'ai dit, c'est une boîte de Pandore. Il y a énormément à faire pour, je dirais, devenir bon sur le sujet. Storyboarder, les gens ont peur de dessiner au début, donc si vous mettez vos designers, ils vous font tout de suite du super dessin, il n'y a plus personne qui touche un feutre. Donc, il faut trouver voilà, les moyens d'emmener tout le monde en fait, dans le trip du storyboarding. Et le storytelling, c'est sans fin. C'est le théâtre, le roleplay. J'ai une amie. Voilà. Et pour terminer, comme cinquième, je dirais, retour d'expérience sur la partie sur l'espace, on a parfois des ateliers où on a 100 personnes. Alors, il y a une moitié dans le Design Center, puis l'autre moitié ailleurs. On a 2 ateliers différents. C'est-à-dire que tous les efforts qui sont faits dans le mobilier, dans l'ambiance, l'atmosphère qui est créée, en fait, ça impacte lourdement le comportement que les gens ont après en situation. Vous les mettez derrière une table et vous avez le réflexe de Pavlov, j'ouvre mon portable, je me débranche, je fais mes mails et on a perdu un tiers des participants. Et donc chez nous, il n'y a pas de table, enfin, ou des tables hautes, où ils sont sur des cubes. Donc ça change tous les codes, tous les comportements physiques en fait, des personnes. Et go cheap, c'est-à-dire que pas besoin d'1 million d'euros pour monter et je dirais, équiper en fait, votre design center. Les choses qui coûtent les plus chères, c'est probablement un grand plasma. Nous, on a juste un écran et une imprimante 3D. Et puis le reste, c'est des choses qui coûtent vraiment pas très cher si vous allez dans la grande chaîne Ikea qui fournit tout ça pour quasi rien. Ok. Alors, quelques éléments peut-être pour lancer la conversation ou comme conclusion. Alors d'abord sur le design thinking. Si on prend du recul par rapport au design thinking, et ce que je trouve absolument fascinant et remarquable, c'est que aujourd'hui, pour ceux qui cherchent un peu où c'est utilisé partout. Il y a des administrations publiques qui financent à 100% leur propre lab au Danemark, en Finlande, donc plutôt Scandinavie. En France, c'est pas encore tout à fait ça, mais il y a la 27e région. Il y a des choses qui commencent à voir le jour. Les académiques, il y a des instanciations de design thinking school dans les 3 types d'écoles qui sont là. Des écoles de design, évidemment, c'est leur fonds de commerce. Des écoles d'ingénierie. Stanford est né de la Mechanical Engineering School, donc faculté d'ingénierie, ou des écoles de commerce. La Business School, la Rotman Business School à Toronto, où est Roger Martin, un des papes, c'est une école de commerce. Et donc c'est quand même la première fois qu'on trouve une démarche d'innovation qui arrive à s'implanter dans des univers qui peuvent être aussi différents. Les incubateurs font ça, je ne vais pas dire naturellement, mais en tout cas c'est vraiment dans la culture, on va dire, de ces incubateurs. Et moi, un exemple qui nous inspire, et on y reviendra, c'est Google Ventures. Donc, si vous ne connaissez pas Google Ventures, ils ont un design center en interne. Les startups, leurs investissements doivent passer dans le design center, leur coach, pour rechallenger tous les aspects, le design, l'usage, le business model, la technologie, et ils repassent sur la planche à secousses avec les coachs de Google pour fortifier et peut-être améliorer la performance de leurs investissements. Donc, Google Ventures, allez voir, c'est absolument génial. Les PME, ça coûte pas cher, ça peut mobiliser vos équipes, ça a été dit avant sur scène. Donc en fait, on trouve plein de PME qui aujourd'hui mettent en œuvre. Les agences, c'est normal, elles peuvent vendre du conseil. Et puis dans le monde corporate, même des boîtes comme Thales qui parfois peuvent être vues, c'est très industriel, c'est très technique. On voit qu'en fait, on a un champ, aujourd'hui, on fait un carton en interne. On ne remplace pas les autres, mais on est sur un champ qui était mal exploité en fait, dans ce type d'entreprise. Deuxième conclusion, si vous montez, prenez le Canva, c'est super facile.
ça va être quoi votre proposition de valeur vis-à-vis de vos collègues en interne, vis-à-vis de clients? Et il y a plein de modèles différents. Ils ne sont pas très très compliqués, mais il faut se poser toutes ces questions. Le nerf de la guerre, c'est comment vous financez sur le long terme, vous assurez la pérennité en fait, de ce dispositif. Déjà, il faut mettre au pôle la première fois pour créer, en fait, il faut investir. Et après, il faut maintenir l'équipe, ou il faut maintenir, ce qui est parfois plus compliqué, de maintenir des gens part-time, en fait, 20%, 30% pour animer, faciliter. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, avant de vous quitter, en fait, où est-ce qu'on se voit, nous, dans 3 ans? Et en fait, moi, j'ai un grand rêve, c'est de devenir l'équivalent de plateforme d'incubation à l'extérieur de l'entreprise. Il y a plein d'incubateurs, mais de créer ce type de dispositif à l'intérieur de grands groupes. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse les start-up internes sur les open space, en fait, ces environnements très, très toxiques, les processus, etc. Et donc, il faudrait les sortir. Alors, on peut spin-offer, évidemment, mais pas dans nos métiers. En fait, ça se fait très, très peu. Et donc, où est-ce qu'on peut les mettre? Et pour moi, le Design Center, l'ensemble de compétences qui existent dans un Design Center, à la Google Ventures, j'aimerais bien devenir Google Ventures, ce serait absolument génial. Et on est sur des sujets qui font rêver. Là, pour les sujets techniques, oui, le wearables, les robots, l'humain augmenté, il y a une explosion de choses là qu'on a devant nous et elles vont toutes résonner, avoir un écho avec les métiers et ce que fait aujourd'hui l'entreprise. Et donc, on travaille à ça aujourd'hui en interne pour positionner notre dispositif à ce niveau. J'ai 2 derniers messages. Le premier, on a fait quelque chose au début. On a monté un magazine Flipboard. Donc pour ceux qui veulent devenir experts en design thinking, vous allez sur Flipboard, vous tapez l'adresse qui est là, et je pense qu'il y a 320 articles, 4000 lecteurs, il y a toutes les vidéos de la Terre, il y a tous les case studies qui sont là en libre accès. On est ouvert aux collaborations, on collabore déjà avec d'autres grands groupes, avec des incubateurs, avec des petites entreprises. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir visiter, là vous n'avez pas pu voir complètement, mais on est à Jouy-en-Josas près de Versailles. Si vous voulez aller à Singapour, c'est plus loin, mais voilà. On recrute des designers, donc une designeuse seulement, mais on a un plan de recrutement qui est assez agressif. Et donc c'est la fin. Et je suis dans le timing, donc on a le temps pour des questions si vous voulez, ou on peut bavarder après, je serai encore là. Des questions? Non. Pour les design centers? Alors, le mien, ça c'est simple. Donc, nous, on a un business model où on est ancré dans l'université. Donc, on a 30% de notre activité qui est liée à de la formation. Et ça, c'est très bien. Ça met du beurre dans les épinards. C'est une source d'activité assurée. 70% restant, c'est des ateliers et des projets. Et la part projet, c'est la part qui grandit le plus. Je fonctionne comme une agence interne. Donc, mon business model, je le qualifierais d'agence. En interne de Thales, on travaille un petit peu pour l'extérieur de manière opportuniste parce que, par exemple, le projet est intéressant, on a fait ça avec Air Liquide, des trucs comme ça. Mais autrement, on preste en interne. Et donc, mes collègues ont fait quasiment 0 commerce. C'est le bouche à oreille positif aujourd'hui. Les gens viennent avec les problèmes et ils disent « je pense que vous pouvez nous aider ». Et donc, on commence à discuter avec eux, on fait le scoping du projet et puis on démarre. Donc ça, c'est un business model, par exemple. Il est bien parce que je suis autonome. Aujourd'hui, je peux piloter, comme c'est une agence autoportée, je peux le piloter comme je veux. Je vais prendre le business model d'une des entités, pour pas la citer, où ils sont sur un site. Donc, c'est l'entreprise locale qui fait 1000 personnes. Et donc, c'est le site, le patron de site qui décide qu'il veut remobiliser ses employés et ses troupes et mettre un labo d'innovation. Donc, c'est financé juste par ce site pour les projets de ce site. Et donc là, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une équipe de 4, 5, 6 personnes temps plein. Et donc, c'est un business model où il y a du temps partiel et ils travaillent quasi exclusivement sur des projets. Donc, proposition de valeur projet uniquement pour le site. Et les facilitateurs, donc les ressources clés qui sont nécessaires, c'est des gens qui sont part-time. Donc, ils ont 20%, 30% de leur temps. Alors, sur les projets, ça amène parfois des structures projets différentes puisque si vous êtes plein temps, vous pouvez conduire le projet. Et mon équipe, par exemple, fait tout le travail d'arrière-plan en continu.
alors que chez eux, c'est une journée par semaine, et donc ça fragmente le travail. Donc ça aussi, dans la méthodologie de conduite du projet, ça change les choses. Voilà. Après, il y a un troisième business model où ils reçoivent l'argent, tout l'argent du corporate, parce qu'ils sont à un endroit dans l'organisation où ils reçoivent en fait ces fonds. Et c'est là où on a le plus de problèmes. On a coupé la caméra. Où on a le plus de problèmes parce que finalement, on a plein de stakeholders et de gens qui viennent vous dire ce qu'il faut faire. Et du coup, on perd l'âme et on vous oriente dans des choses peut-être trop classiques ou plus classiques. Voilà. Non, ils repartent dans les unités. Aujourd'hui. Peut-être dans 3 ans. Ok, ben merci beaucoup.